Ça, c'est la deuxième partie. La physique quantique, c'est une approche alternative qui est celle de Broglie. Donc ça s'écrit de Broglie, mais c'est de Broglie, Bohm. Alors, oui, c'est Krishnamurti à droite. Enfin, au milieu, quoi. Alors à gauche, c'est Louis de Broglie, c'est un grand physicien français qui a participé à toute l'épopée du développement de la physique nucléaire et quantique dans les années 20. C'était tous une bande, pour reprendre l'expression d'un physicien, une bande de gamins, parce qu'il y avait aux alentours de 25 ans. Il y avait Einstein, il y avait Heisenberg, Schrödinger, Pauli, Dirac, j'en oublie. Bref. Et ils ont révolutionné la physique. Alors lui, sa grande idée à Louis de Broglie, c'était le fait que les particules de matière ont un aspect à la fois corpusculaire et ondulatoire. On a vu que le photon, c'était un grain de quelque chose, mais en même temps, il était porté par une onde. Alors, dans certaines expériences, le photon, par exemple, va se comporter comme une onde. Tout ça, on le montre. Hein. Et puis, dans d'autres cas, il va se comporter comme un corpuscule. Donc, on appelle ça la dualité onde-corpuscule. Et à droite, on a David Bohm, dont je vais parler maintenant, qui est connu pour sa théorie de l'ordre implicite, et qui est connu aussi pour avoir eu beaucoup d'entretiens avec Krishnamurti. Alors, théorie de l'ordre implicite. Il y a un autre bouquin à propos de ça. Donc, je mets des idées un petit peu comme ça pour se faire un peu une idée, mais je ne suis pas capable d'expliquer vraiment précisément. Alors, c'est une théorie holistique, donc c'est une théorie du tout, et qui décrit qui prétend, qui avance que le monde physique serait comme un hologramme. Alors, pour ce que j'ai compris de ce que c'est qu'un hologramme, je pense que l'idée de l'hologramme, c'est qu'on peut voir dans le particulier l'entier. C'est ça, je pense. Alors, si on imagine, alors moi je m'imagine ça comme ça, si on a une sphère faite avec plein de petites facettes, en regardant dans une facette, on pourra voir toutes les autres facettes. Il y a cette idée-là. Et j'ai fait un copier-coller avec ce texte qui me paraît intéressant. L'hypothèse rejette le dualisme, la séparation entre la conscience et la matière. L'ordre implicite expliquerait la relation entre matière et conscience. Dans ce modèle, l'esprit et la matière sont perçus comme des projections dans notre ordre explicite, c'est-à-dire dans notre réalité visible à nous, de la réalité sous-jacente, l'ordre implicite. Et ce que je vais expliquer par la suite, ça rentre dans ce cadre-là. Alors, j'en viens à l'hélice d'ADN, émettrice de photons. Comment il s'appelait Joliot-Curie, qui disait que les molécules chirales, alors je vais vous expliquer après ce que c'est, les molécules chirales, ont la propriété de pouvoir émettre des photons. Du moins un peu suspecté. Alors, une molécule chirale, c'est une molécule qui pourrait avoir son correspondant identique, mais inversé dans un miroir. Par exemple, si je prends ma main gauche, elle est chirale. Si je la regarde dans le miroir, je vais la voir comme la main droite. Alors, il y a tout un tas de molécules, surtout en biologie. Alors, un très bon exemple, par exemple, c'est la vitamine C. Si vous prenez de la vitamine C d'origine naturelle, vous aurez la vitamine C qu'on appelle l'évogir, à gauche. Et c'est toujours celle-là qu'il y a dans la nature. Et si vous prenez de la vitamine C synthétique, vous aurez une vitamine C qui serait composée de 50% de l'évogir et de 50% de dextrogir. Ça fait quoi? On considère, en tout cas dans les milieux bio, on considère en principe qu'il vaut mieux se nourrir, enfin prendre de la vitamine C naturelle, quoi. Bon, après, peut-être que l'autre est tout simplement rejeté et pas assimilé, je sais pas. A priori, elle sert à rien, parce que le corps, toute la matière biologique est l'évogir. L'évogir, l'évo, ça veut dire à gauche. De la gauche. Qui tourne à gauche. de l'évogir, tu utilises au moins 50%. Ouais. Et en espérant que la droite ne vienne pas polluer l'organisme. Alors évidemment, une molécule chirale par excellence, c'est l'ADN. Hein, c'est une hélice. L'ADN. L'ADN, c'est le code génétique, bien sûr, les gènes, mais c'est aussi les protéines, les enzymes. On a vraiment beaucoup d'ADN en nous. Et alors l'ADN, c'est comme le tire-bouchon, c'est pareil. Le tire-bouchon, hein, c'est une forme de tire-bouchon. Le tire-bouchon, il tourne à droite, hein, quand on rentre dans le bouchon. Et s'il était à l'envers, il faut tourner à gauche, quoi. Et alors donc, on suspecte que l'hélice d'ADN serait fortement capable d'émettre des photons.
pour avoir une idée des chiffres, si on mettait tout l'ADN qu'on a dans notre corps, si on le dépliait, si on le mettait bout à bout, on ferait 5 millions de fois le tour de la Terre. Non, Rien que ça. Par ailleurs, il y a 100 000 milliards de cellules dans notre corps. Oui, alors c'est la même information. Il y a 100 000 milliards de cellules dans notre corps, et dans chaque cellule, il y a 2 mètres d'ADN. Voilà, ça donne la dimension des choses. Et donc, avec donc cette capacité à émettre des photons. Il y a un biologiste physicien, je ne sais pas si c'est Fritz Albert Popp, qui a fait des expériences justement avec ce qu'il appelle des biophotons. Il a mis 2 plantes. La plante de gauche est à l'air libre, la plante de droite est sous une cloche en verre. Alors je ne sais pas ce qu'il fait, mais il martyrise un peu la plante de gauche. Et la plante de gauche réagit avec une forme de stress en émettant, je suppose, une molécule ou une hormone, quelque chose qu'on peut détecter. Et ce qui est intéressant, c'est que la plante de droite réagit aussi. Alors qu'il y a la cloche de verre. Donc c'est pas des odeurs, ni des molécules non plus. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il remplace la cloche de verre par une cloche en cristal. C'est-à-dire du quartz, j'imagine. Et là, la plante de droite ne réagit plus. Et la différence entre le verre et le cristal, c'est que le cristal ne laisse pas passer les ultraviolets. Donc il en conclut que la plante de gauche est capable d'envoyer un rayonnement ultraviolet pour informer la plante de droite qu'il y a une situation de stress. Et la grande question, c'est comment... D'abord, on la voit pas, cette lumière. On a un détecteur, on la mesure pas, on la voit pas. Alors, ça veut dire que ce rayonnement, il est infime par rapport à la luminosité ambiante. Il est tellement perdu dans la petitesse par rapport à la lumière ambiante qu'on ne le voit pas. Alors, comment la plante de droite le voit? Eh bien, Fritz Albert Popp dit, la plante de gauche, très certainement, envoie à la plante de droite de l'ultraviolet laser. C'est-à-dire les photons sont en cohérence les uns avec les autres. Et ça, c'est bien possible que les ADN sachent le faire. Imaginez un stade de foot avec quelqu'un qui vous parle tout doucement à l'oreille. Vous n'entendez rien, hein, c'est sûr. Mais il y a des moyens pour faire en sorte que cette information soit quand même entendue. Le laser, typiquement, si vous envoyez une lumière laser et en même temps des énormes projecteurs classiques, en face, si vous avez un récepteur qui est sensible au laser, il va très bien voir la lumière laser. Parce que malgré qu'elle soit infime en intensité, elle a des caractéristiques telles qu'elle peut être vue quand même, quoi, malgré qu'elle soit noyée dans le reste. Et il y a un autre chercheur, Peter Garyaev, qui dit que l'ADN c'est comme un bioordinateur qui est capable de former des matrices holographiques. Alors pourquoi il dit ça? Il dit ça en particulier par rapport au schéma corporel. Les généticiens nous disent, on scrute l'ADN, le code génétique, on ne voit pas le schéma corporel. On ne voit pas où est inscrit le fait que la tête est en haut du corps, et les pieds en bas, et les mains au bout des bras, et pas autrement, quoi. Donc lui, il dit, l'ADN fonctionne comme un ordinateur, et il génère une matrice holographique qui va permettre donc aux éléments du corps de croître. Alors on en revient à Roger Penrose. Roger Penrose, lui, il va sur notre sujet, c'est-à-dire que lui, il s'intéresse à savoir où se trouve la conscience. Et il dit la conscience est dans les microtubules. Je vais vous expliquer. Roger Penrose, il dit la conscience, en fait, ce sont des photons qui sont intriqués les uns avec les autres et qui sont contenus dans les microtubules, dans une sorte de gel quantique. Les microtubules sont des structures faites avec des acides aminés, un peu comme l'ADN, et il y en a partout dans le corps. Il n'y en a pas seulement dans les neurones, il y en a partout dans le corps, mais il y en a notamment dans les neurones. Et partout dans les neurones, sur les parois, dans les fibres, il y en a partout. Et donc il dit que ces structures sont capables de maintenir des photons dans des états superposés, intriqués à d'autres photons, dans ces structures. Alors, d'où l'idée que le cerveau fonctionnerait comme un bioordinateur, comme un ordinateur quantique, et que la conscience, ce serait les photons intriqués, contenus dans ces microtubules. Les photons, ils sont dans quoi?
Ils sont dans les microtubules. Non. Alors, ils peuvent être générés par les ADN, ou ils peuvent venir des... Ça, on va voir après, mais... Ouais, continue, parce que ça me pose des questions. Alors, pour donner une idée là aussi des chiffres, on a... Alors, j'ai pas mis le chiffre, je voulais pas que ça tienne sur la ligne, donc j'ai mis en puissance, mais je crois que c'est 100 milliards. 100 milliards de neurones dans le cerveau. Et chaque neurone, souvent on dessine les neurones avec 3 ou 4 connexions. En réalité, le dessin ne le permet pas. Mais chaque neurone, c'est 5000 connexions. Donc 100 milliards de neurones fois 5000 connexions interneurones. Alors en fait, l'idée c'est que les particules qui sont intriquées, enfin les photons qui sont intriqués dans les microtubules, subiraient des effondrements de fonction d'onde toutes 40 fois par seconde. Et que ces effondrements auraient une influence et piloteraient même le fonctionnement du neurone. Alors, les chiffres qui sont donnés, je ne sais pas d'où viennent ces chiffres, mais enfin, apparemment, ce sont des scientifiques qui les avancent. 40 moments de conscience par seconde, et pour chaque moment de conscience, 1 milliard d'effondrements de fonction d'onde. Et que la conscience, ça serait ces particules intriquées qui, régulièrement, par un paquet de milliards, s'effondreraient 40 fois par seconde. Et donc auraient une influence, piloterait même le fonctionnement du cerveau, et ainsi de suite. Donc c'est tout ça contenu dans les microtubules, donc matérialisé. C'est matériel, tu veux dire? Oui, c'est oui, au corps. Ouais. Mais elle réside dans les... Ça veut dire qu'elle n'est pas. Ouais. C'est là qu'il la place. Ouais. Et alors, ça ne veut pas dire ce que c'est. Enfin, C'est l'amas des tubules, des microtubules qui est la conscience. Non, qui est le conteneur de la conscience. La conscience, ça serait l'activité des particules intriquées qui sont dedans et qui, 40 fois par seconde, subiraient des effondrements. C'est sa maison. Voilà. Bon, après, est-ce que la conscience sont les particules? Est-ce que ce sont les particules qui font la conscience? Bon, ça, question de la poule et de l'œuf, j'ai renoncé à y répondre. Donc tout ce qui s'effondre, c'est renouvelle. Alors, on peut imaginer que c'est renouvelé par l'activité des molécules d'ADN, par exemple. Bon, là, il y a des trucs, je ne sais pas trop répondre, mais on voit le principe général. Peut-être que quand on fait Zazen, on renouvelle un stock de particules intriquées dans les microtubules. Je ne sais pas. Les microtubules qui bossent, Mais pourquoi pas? On peut imaginer beaucoup de choses. Après, c'est des recherches qui sont balbutiantes, mais qui me paraissent en tout cas assez pertinentes. Alors, l'idée de connexion universelle, parce que faut imaginer, alors ça c'est le schéma de la création du monde selon les physiciens. Il y a le Big Bang, vous avez une phase d'inflation, et après ça continue à croître, et nous on est par là, quoi. Dans le temps. Alors, dans la première phase, là, après le Big Bang, toutes les particules, si ce sont déjà des particules, j'en sais trop rien, admettons que ce soit des particules, toutes les particules sont massivement intriquées les unes avec les autres. Et elles vont se différencier, il va y avoir des effondrements de fonction d'onde, mais il y en a une partie qui ne va pas forcément interagir. C'est-à-dire que quand on arrive ici à notre époque à nous, il y a encore des particules qui datent de cette époque et qui sont intriquées les unes avec les autres, et qui peuvent être séparées par l'univers entier. Parce qu'elles n'ont jamais interagi avec autre chose. Voilà. Et parmi ces particules, certains chercheurs disent, mais il est fort possible que certaines de ces particules, on les ait en nous. Qu'on en ait une partie. Ben oui. C'est-à-dire que quelque part, on aurait une intrication, un lien de dépendance avec tout l'univers. Alors je vais revenir, j'ai rajouté un petit truc que je trouvais sympa au début, parce qu'ils en parlent un peu dans le bouquin, moi j'ai rajouté mon grain de sel. Alors on pourrait, vous savez que dans la cosmologie hindoue, on dit le monde c'est le rêve de Vishnu. Donc là vous voyez Vishnu qui rêve, avec toutes les particules. Alors en termes, si on raisonne sur l'idée de la conscience, on va se dire, oui, mais le rêve, c'est quand même plutôt un état d'inconscience par rapport à l'état de réveil. Mais par rapport à ce qu'il y avait avant, qui était rien du tout, qui correspondrait au sommeil profond, c'est déjà une activité consciente. Donc on pourrait dire, c'est une illustration, hein, on pourrait dire, la phase d'inflation, c'est le rêve de Vishnu, et peut-être même jusqu'à nos jours.
Et chez les aborigènes d'Australie, on parle du temps du rêve. Ouais. Et ils en parlent dans le bouquin. Ils disent, tiens, c'est bizarre, il y a peut-être une corrélation entre les légendes, les textes légendaires, et la réalité de l'histoire physique, quoi. Et les physiciens, eux, ils nous parlent de âges sombres ici. Bon, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. De toute façon, c'est-à-dire que ce que tu vois en bleu, c'est ce que Planck, le satellite Planck voit à l'heure actuelle, et que Kobe va décoder, c'est-à-dire la trace de l'explosion de l'univers, où toutes les particules se sont réparties de façon homogène dans l'univers, en créant une pression tellement dense que la lumière ne pouvait plus passer. Et la lumière ne passant pas, ça s'appelle dans l'âge noir. Et cette matière s'effondrant en corps de plus en plus, finit par réexploser, si je puis dire, et réémettre une lumière. Et c'est là où toute la matière apparaît, du fait des fluctuations chimiques et tout ça, et par créer les premiers agrégats qui donneront ensuite les univers, enfin l'univers et toutes les structures de matière que soient les systèmes, les nébuleuses, les planètes, les machins, etc. Mais il y a moins qu'au début, ils sont seulement dispatchés. Il n'y a personne qui se perd. Il y a rien autant. L'univers est recourbé sur lui-même. C'est comme si tu marches sur la Terre, et à un moment donné, tu vas retourner au point de départ. Et tu peux faire ça infiniment. Ça, parce que c'est une hypothèse. Il se retourne sur lui-même à l'intérieur de quoi? De lui-même. Parce qu'il n'y a rien d'autre que lui-même. Et alors à l'extérieur de lui-même? Il n'y a pas d'extérieur. Il n'y a pas d'extérieur de lui-même. S'il n'y avait pas d'extérieur de lui-même, il n'y a pas d'intérieur. Il n'y a pas d'intérieur, alors il ne se retourne pas sur lui-même. Mais ça, c'est parce que tu es un être humain, quoi. Ouais, mais l'univers est supposé être retourné sur lui-même, et il n'y a pas d'extérieur. De même que avant le Big Bang, c'est une aberration, il n'y a pas d'avant. Alors il y a un autre truc qui a des physiciens plus que sérieux, ce sont des gens par des diplômes, si je puis dire, qui travaillent sur un concept de rétrocausalité. Alors j'ai cherché un physicien, j'en ai trouvé un autre, parce que le premier j'ai pas trouvé, mais celui-là il a l'air pas mal, Philippe Guillemont. Philippe Guillemont est physicien du rayonnement et chercheur au CNRS. Ils sont nombreux à travailler là-dessus. Alors dans ses thèses, il est question de synchronicité. Il est question de co-création de l'univers par les êtres qui le pensent. Il est question des intuitions. Alors les intuitions, je pense que c'est pas simplement les intuitions communes, parce que on peut avoir des éléments d'appréciation de ce qui nous entoure et sans savoir pourquoi deviner, pour des raisons objectives, mais qu'on ne saurait pas exprimer. Mais là aussi, il est question d'intuition au sens de prémonition, je pense. Et dans cette théorie, on dit que certaines causes peuvent parfois dériver de leurs effets. C'est-à-dire que le temps, on remonte à l'envers. On a une expérience en physique qui semble montrer ça. Les physiciens nous disent c'est pas vrai, c'est une mauvaise interprétation. Mais on a deux particules. Alors, le peu que j'ai compris, il y a deux particules intriquées. Il y en a une qui à un instant T s'effondre et prend une valeur. Et on est capable de dire que l'autre, en fait, elle a pris la valeur opposée, mais avant. Mais les physiciens disent c'est une mécompréhension ou une mésinterprétation de l'expérience. Le temps n'existe pas là-dedans. Pour un bouddhiste, le temps n'existe pas, donc ça pose la question du temps, effectivement. Les effets peuvent devenir des causes. C'est contradictoire, les effets, a priori, mais je crois qu'il en est question, un bouddhiste, parce que moi j'ai entendu parler de karma qui vient du futur. J'ai entendu ça quelque part un jour. Peut-être des mots, je sais pas. Il y a du futur, oui, c'est ce qu'on a appelé quelque chose qui est déjà fait dans le monde spirituel, vient après. Il y a un rêve, il y a eu un rêve, et ce rêve s'y réalise. Ça c'est dans le sens du passé vers le futur. C'est le sens il va se réaliser dans le futur. Oui, mais il est déjà réalisé dans le monde spirituel. Voilà, une influence du futur sur le présent, ou du présent sur le passé d'ailleurs. Moi ça m'interroge sur la question de la vision qu'on a de l'histoire, ou de son histoire personnelle. Alors c'est des questions. Alors sur son histoire personnelle, est-ce qu'on change son passé en fonction du regard qu'on porte sur elle?
quelque part, ça serait assez tentant de penser que oui, parce que... Enfin, je sais pas, hein, c'est des questions métaphysiques assez étranges, mais qui sont pas dénuées d'intérêt, je trouve. Parce que qu'est-ce que c'est que l'histoire? Est-ce que c'est fixe? Non, on a cette représentation où les choses sont passées comme ci, comme ça, comme ça. Tu la connais, plus tu la changes. C'est ça, c'est... Parce que tu la réinterprètes. Dans le bouddhisme, il y a avec le présent qui Dans un existe. sens, oui, c'est ça. Bah oui. La compréhension, ça s'élargit. Oui. S'élargit et Oui. tu vois plus les mêmes raisons, Oui. Les mêmes causes l'as- aux effets qui Ouais. se sont produits. Oui, tu la Ouais. connotes au fur et à mesure que tu t'existes. introduis les interactions, d'autres interactions et d'autres paramètres. Paramètres ou connaissances. Puisque tu pensais à un moment d'une action à plus bonne ou mauvaise, suivant l'évolution que tu as, elle se transforme. Cette action passée, elle prend une autre valeur. Bah oui. Oui, oui. Ça, c'est un Parce jeu que c'est un spéculatif, mécanisme dynamique, quoi, en fait. Les choses ne sont pas figées dans Ouais, les ouais. idées. Ouais, ouais, mais c'est parce qu'en fait, tu agis sur la représentation Oui, du passé. oui. Parce Mais que le passé c'est une en tant que tel, représentation. Il n'existe pas. Voilà, ça n'a pas de Enfin, il matérialité. n'existe en plus, fait. mais s'il n'existe plus, c'est qu'il n'existe pas. C'est pas qu'il n'existe pas, c'est que le regard que tu Le présent, il transforme en permanence, en fait. Alors, je viens au sujet de la réincarnation. Bah oui, bah oui. Alors, j'ai trouvé cette séquence dans le bouquin, très intéressante. Ils disent, avec la mort, l'information quantique pourra rester cohérente sous la forme d'un hologramme pendant un certain temps dans le champ de Planck. Le champ de Planck, c'est une dimension de l'espace physique quantique que je peux pas décrire, je sais pas moi-même, mais donc, toutes ces particules intriquées qu'on a en nous, au moment du décès, elles pourraient sortir, quoi. Mais rester groupées pendant un certain temps dans l'espace physique quantique, quoi. Alors évidemment, ça pourrait suggérer une explication à la réincarnation, si vraiment ça existe. Hein. Et alors j'ai voulu l'illustrer avec... parce que j'ai voulu l'illustrer avec ma séquence culte. C'est un film d'anticipation. Alors j'aime bien l'idée d'anticipation parce qu'on dit science-fiction souvent, mais anticipation ça veut dire anticiper. Et vu que le futur n'existe pas encore et qu'il est peut-être déjà présent, enfin, etc., etc. Donc les films d'anticipation sont très intéressants. Et dans le bouquin, ils disent non seulement il pourrait y avoir un phénomène de réincarnation à partir de l'hologramme quantique, hein, de ce lot de particules intriquées, de photons intriqués, mais on pourrait aussi imaginer des technologies extraterrestres qui permettraient de capter ces lots de particules et de les mettre dans des machines. Et alors, quelle horreur! Quand il y a réincarnation. Ouais, j'ai cherché, ça tombe, mauvaise pioche. Et alors, Blade Runner, c'est l'histoire. Je me fais plaisir à vous montrer cette séquence, je la trouve très belle. Mais c'est l'histoire de réplicants qu'il faut absolument, qui sont en révolte. C'est-à-dire les réplicants sont des êtres, ce sont des êtres humains qui sont créés artificiellement par le génie génétique. Et si tout ce qu'on a raconté là est vrai, il faut quand même leur insuffler la vie, comme Dieu insuffle la vie à l'Adam fait à partir de l'argile. Et donc on pourrait imaginer donc que ces réplicants, on a pris donc un hologramme de photons quantiques et on l'a manipulé peut-être, nettoyé, j'en sais rien, et on l'implante dans le corps synthétique du réplicant. Et l'histoire de Blade Runner, c'est Harrison Ford qui doit neutraliser un certain nombre de réplicants. Parce qu'ils ont été programmés, les réplicants, pour durer 10 ans. 4, d'accord. Et ils sont pas d'accord. Donc ils se révoltent, et donc Harrison Ford est chargé de les éliminer.